Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV et bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo, votre dose hebdomadaire d'actu high-tech. Bienvenue dans ce 01 Hebdo du 27 mai 2021, voici le sommaire. Une annonce, un Windows qui sera sans doute la plus grosse mise à jour de la décennie, en tout cas c'est la promesse du PDG de Microsoft, Satya Nadella, on va en parler. Un système d'exploitation qui promet de respecter vos données. Il a un drôle de nom, il s'appelle E ou I, et c'est une innovation française. Notre invité nous en parlera. Enfin, une autre innovation française au service de la planète. Une appli pour mesurer l'empreinte carbone de vos dépenses, c'est possible. C'est Greenly, ce sera notre rendez-vous TechCare. Et puis on va être très civique aujourd'hui, décidément. On va parler également de l'application Tous Anti-Covid. Vous avez entendu parler de cette histoire de QR code, on s'y perd un peu. Gilbert Kallenborn essaiera de tout dépatouiller pour nous. Enfin, on retrouvera Jordan Cosino pour sa story hebdo. Le meilleur de Kickstarter, le pire et le meilleur d'ailleurs, avec Jordan. Bienvenue dans 01 Hebdo. Pour ce nouveau 01 Hebdo, François Sorel est absent, vous le voyez, il a pris quelques jours de repos bien mérités, mon camarade François. Il nous regarde, j'en suis certain. J'espère qu'il va bronzer et il sera là évidemment la semaine prochaine de retour. On va passer donc tout de suite, comme chaque semaine, sans plus tarder, à l'actu de la semaine. L'actu, c'est du côté des GAFAM, c'est toujours un petit peu du côté de San Francisco, de la Silicon Valley que ça se passe, avec, vous le savez, ce procès historique peut-être, alors on ne sait pas, hein, l'histoire le dira, si évidemment c'est un procès qui fait date, qui fera date, c'est le procès de la société Epic, éditrice de Fortnite, le jeu vidéo, contre Apple. Apple, Epic qui veut croquer dans la pomme, 3 semaines de procès, regardez ça, des kilos de documents, de procédures, et ce procès vient de s'achever en réalité. Il s'est terminé vendredi dernier, 3 semaines d'audience, des témoignages. Alors tout le staff d'Apple est venu témoigner, hein, même Tim Cook a pris la parole pour le dernier jour, vendredi dernier. Il est venu évidemment défendre sa société, défendre les intérêts de la marque à la pomme. Le problème, on le rappelle, c'est celui des commissions jugées trop gourmande imposée par Apple aux développeurs d'applications. Epic voudrait faire baisser les prix, cette fameuse commission de 30%, 15% dans certains cas. Mais en tout cas, les éditeurs, même s'ils ne le disent pas toujours, trouvent cette ponction d'Apple un peu trop élevée. Alors c'est un vrai bras de fer, ça va au-delà même de l'affaire Epic. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il ressortira de ce procès, puisque je vous l'ai dit, l'audience s'est achevée vendredi dernier, mais en fait, maintenant, il va falloir attendre des semaines, peut-être des mois, pour avoir une décision, un verdict de la justice américaine, en espérant d'ailleurs qu'il y aura véritablement un jugement, hein, parce que si jamais les deux parties décident de s'entendre avant et de passer un accord, il n'y aura peut-être pas de décision publique, mais c'est quand même un procès important, hein, qui pourrait éventuellement conduire Apple à mettre un petit peu d'eau dans son vin, ou bien, au contraire, ça ne changera rien du tout et on repartira sur les mêmes bases. Apple offrant énormément de visibilité aux développeurs, mais à quel prix? Puisque, évidemment, à chaque fois, il faut s'acquitter de cette redevance. Voilà pour l'actu Apple. Et je vous le disais, c'est souvent du côté des GAFAM, évidemment, qu'on se tourne pour les grosses actus tech. Alors, c'est Microsoft également qui a fait parler de lui cette semaine. Microsoft, pourquoi? Parce que, c'est ouvert la Build 2021. C'est une conférence, c'est la fameuse conférence des développeurs de Microsoft. C'est très professionnel, c'est très B2B. Il y a la même chose chez Google, il y a la même chose chez Apple. C'est Microsoft qui parle à son écosystème. Et à cette occasion, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a fait un discours d'introduction. Et évidemment, il a quand même tenu à nous en mettre plein la vue, alors sans nous montrer grand-chose, mais en nous annonçant que très bientôt, il y aura une mise à jour de Windows qui serait absolument phénoménale. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? La plus importante mise à jour de Windows de ces 10 dernières années.
Bon, ça laisse rêveur. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il pourrait s'agir de changements au niveau du Microsoft Store, enfin du Microsoft Store, c'est-à-dire là encore, c'est une histoire avec les développeurs et le fait que des applications tierces viennent se greffer dans les appareils de l'écosystème Microsoft. Eh bien, elle pourrait être très ouverte aux développeurs. C'est ce qu'on promet Satya Nadella. L'idée, apparemment, ce serait d'offrir une plateforme encore plus accueillante, on va dire, pour les développeurs, avec peut-être une meilleure rétribution, peut-être des outils techniques qui leur permettront de proposer des applications et des programmes de manière plus simple, plus efficace au grand public. On attend éventuellement aussi une nouvelle interface pour Windows. C'est toujours un peu par le design que ça passe, ces choses-là. Donc voilà, mise à jour très importante, la plus importante de ces 10 dernières années. Une promesse, mais là encore, c'est comme pour Apple, il va falloir attendre avant d'en savoir plus. On continue dans l'actu de la semaine avec Snapchat. Vous savez, le réseau social Snapchat. Alors, non pas le réseau lui-même, mais du côté des devices, du côté des équipements fabriqués par Snapchat, et en l'occurrence les lunettes. Snapchat avait sorti il y a quelques années les fameux Spectacles, des lunettes connectées, qui permettent d'enregistrer de la vidéo. Eh bien, un nouveau modèle vient de sortir avec de la réalité augmentée. Regardez ça comme c'est beau. Alors là, je pense que ce sont plutôt des images de concept, mais ce sont des petites lunettes qui sont équipées de 2 caméras, 4 micros, 2 haut-parleurs, un petit pavé tactile sur le côté. Et ça sert à quoi? Eh bien, à afficher dans votre champ de vision, en plus de l'image réelle, on le voit, des images en réalité virtuelle, en surimpression. Voilà, c'est le principe de la réalité augmentée. Donc des effets 3D en surimpression. C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en matière de réalité augmentée. Cela dit, ces lunettes, vous ne pourrez pas les acheter, en tout cas pas tout de suite, visiblement, puisqu'elles sont dans un premier temps réservées aux influenceurs, enfin à tout un écosystème de bêta-testeurs, influenceurs qui vont essayer de s'en emparer et voir ce qu'ils peuvent faire avec, parce que c'est bien de faire de la techno, mais il faut savoir si véritablement ça sert à quelque chose. Voilà, donc Spectacles à réalité augmentée signé Snapchat. Il y a un petit point faible quand même visiblement, c'est que l'autonomie ne serait que d'une trentaine de minutes. Bon, pour ce genre d'appareil, ça fait quand même pas lourd, mais ce qui compte, c'est la performance, on va dire, c'est l'innovation technique. Voilà, Spectacles à réalité augmentée, encore une innovation à suivre avant de voir exactement sur quoi ça débouche. Bon, je vais passer la parole 2 minutes à Nicolas Lelouch qui va nous faire découvrir, vous le savez, Android 12. Android 12 est sorti en bêta, vous l'aurez probablement bientôt sur votre smartphone Android lorsque vous ferez la mise à jour. Et en bêta, eh bien Nicolas l'a testé évidemment, il l'a installé sur son petit Pixel. Alors, il n'a pas pu tout tester, notamment il n'y a pas la nouvelle interface Material You qui permet de changer les couleurs et de changer l'ensemble de la palette de couleurs d'un simple clic. Ça, c'est une belle promesse. Mais néanmoins, il y a plein de choses intéressantes dans cet Android 12 que nous présente Nicolas Lelouch. Heureusement pour nous, la première bêta d'Android 12 nous montre quand même le nouveau design du système d'exploitation de Google, à commencer par des boutons beaucoup plus gros. C'est bien au niveau de l'accessibilité et c'est aussi un petit peu rafraîchissant dans un univers du smartphone où tout se ressemble. On doit vous avouer qu'on apprécie particulièrement ces changements. Ici par exemple, on est dans les réglages d'Android 12, vous voyez que tout est plus gros. Les animations aussi sont un petit peu différentes, ça ressemble un petit peu à iOS. Quand on clique aussi sur une option, l'animation, elle est assez originale, ça change. Et ici, dans le centre de notification, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements. Les bulles sont arrondies, le volet de raccourci, il a complètement changé. On voit 8 choses à la fois et c'est des gros volets, ce ne sont plus des petits ronds comme auparavant. Bref, Google cherche vraiment à se réinventer. Autre changement esthétique majeur, sur l'écran verrouillé, vous remarquerez désormais que si vous n'avez pas de notification, l'heure occupe l'intégralité de l'écran. On trouve ça assez cool parce qu'au final, si vous n'avez rien à faire d'autre sur votre téléphone, autant voir l'heure en grand. Et sinon, l'interface est un petit peu différente avec une nouvelle fois les animations mises à l'honneur. Si vous déverrouillez le téléphone en appuyant sur le bouton sur le côté, on dirait que l'écran s'allume de cet endroit. Alors que si vous le déverrouillez en tapant 2 fois dessus, c'est à l'endroit où vous touchez l'écran que l'animation va se produire. C'est malin et ça donne l'impression que son téléphone est un petit peu plus vivant. On passe à la seconde nouveauté d'Android 12, le retour des widgets. Avec Android 12, on change d'interface pour sélectionner les widgets. Comme chez Apple, ce sera trié sous la forme d'une liste, application par application. Et surtout, les développeurs vont avoir la possibilité de créer plein de widgets super cool et différents de ceux qu'on avait auparavant, avec des animations par exemple et une plus grande liberté pour les mettre sur l'écran d'accueil.
Voilà, Android 12, pour retrouver l'intégralité de ce test et tous les détails du test Android 12 bêta par Nicolas Lelouch, bien rendez-vous sur 01net.com, bien entendu. Vous pourrez lire son article. Alors, tandis que cette nouvelle version arrive, donc Android c'est Google, eh bien, il y en a d'autres qui essayent au contraire de se débarrasser de Google dans les smartphones. Et c'est le cas de notre invité tout de suite. Voilà, un smartphone sans Google. Et oui, alors on connaît certains à qui ça pose des problèmes, je pense à Huawei évidemment, mais pour d'autres, au contraire, c'est un véritable souhait, c'est un choix. Et c'est le choix, notamment, c'est votre choix, Alexis Nottinger. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de la société Sound Foundation, c'est ça ? eFoundation, oui. eFoundation. Et vous avez mis au point, votre société a mis au point un système d'exploitation qui s'appelle alors ça s'écrit /e/, c'est plus facile peut-être à lire qu'à prononcer, qu'à entendre. Et c'est un OS pour smartphone sans Google. Expliquez-nous ça. C'est ça. Tout part du constat aujourd'hui que sur le mobile, vous avez le choix entre deux écosystèmes qui sont fermés et qui représentent pratiquement 90-95% des téléphones du marché. Soit vous allez chez Google avec Android, soit vous allez chez Apple avec iOS. Et ces deux systèmes d'exploitation se basent énormément sur la collecte de vos informations, la collecte de vos données personnelles, ce que vous faites dans votre téléphone, ce que vous faites avec les applications qui sont installées sur votre téléphone, et potentiellement peuvent vous cibler de manière assez précise, et ça pose pas mal de questions et de problèmes en termes de respect de la vie privée, respect de l'individu, et ça peut potentiellement amener à des dérives assez compliquées, notamment en termes de respect de la démocratie et tout ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un téléphone avec un système d'exploitation qui est totalement libre, dans différentes dimensions. Il est libre de Google, donc vous n'avez pas de service Google installé. Mais c'est quand même de l'Android. C'est quand même de l'Android. Donc on part en fait sur l'Android open source qu'on va aller nettoyer totalement de morceaux de code qui, dans les différentes couches, envoient encore des informations à Google, par exemple. Donc quand vous allez allumer votre téléphone, Google ne sait pas que vous allez vous connecter au réseau. Il faut savoir qu'il y a pas mal, même dans la version Android open source, il y a encore beaucoup de choses qui envoient des informations au serveur de Google. Et on remplace tous les services Google mobile par des applications en logiciel open source qui vous permettent d'avoir une vie numérique totalement normale. Vous avez un client mail, vous avez la possibilité d'accéder à votre calendrier, à votre répertoire, de prendre des photos, de les stocker en ligne ou de les stocker en local, comme vous le souhaitez. L'approche, c'est vraiment de rester le plus ouvert possible. Et vu qu'on est sur Android, là, le gros avantage, c'est qu'on peut continuer à être compatible avec les applications Android du marché. On parle de système d'exploitation tout au long de la journée, mais à la fin, vous et moi, on utilise des applications, et c'est vraiment ça qu'on cherche à accéder quand on utilise notre téléphone. Mais est-ce qu'on peut télécharger n'importe quelle application ? Oui, alors on a intégré dans notre OS un répertoire qui vous permet justement d'accéder à les applications directement depuis votre téléphone. C'est-à-dire que vous avez créé un store, en fait. C'est ça. Alors pour l'instant, c'est un miroir d'applications. La prochaine étape, ça sera justement de pouvoir créer un store intégré avec nos propres SDK et pouvoir faire venir les développeurs qui le souhaitent. Et ce qu'on fait, en fait, vu qu'on part donc d'un système qui est totalement propre, à partir du moment où vous installez des applications, vous installez potentiellement aussi des mouchards qui sont présents dans ces applications. Alors ça peut être des morceaux de code qui vont donner des statistiques d'utilisation, mais ça peut aussi être des choses qui sont un peu plus pernicieuses. Et ça donne l'accès aussi à des régies publicitaires sur ce que vous faites et votre comportement. Donc dans notre store d'applications, en fait, on vous permet de voir le nombre de pisteurs, le nombre de mouchards qui sont intégrés dans chaque application. Et pour que ce soit simple, en fait, on vous donne un score, on vous donne une note de respect de la vie privée de chaque application
un peu comme peuvent faire aujourd'hui des applications qui permettent de scanner des produits dans votre supermarché. Ben là, c'est la même chose. Avant d'installer une application, vous allez voir si elle a une note de 0 sur 10 et vous allez pouvoir voir tous les mouchards qui sont intégrés dans l'application avant d'installer. L'approche, c'est vraiment d'être le plus éducatif et le plus transparent possible. Alexis Nettinger, on comprend bien la démarche, effectivement, et puis ça répond à une vraie problématique aujourd'hui qui est la collecte parfois abusive des données personnelles et l'exploitation parfois abusive des données personnelles. Mais quand on voit qu'un géant comme Huawei, par exemple, est en train de disparaître du marché occidental, enfin du marché mondial, parce qu'il ne peut pas utiliser Google, comment est-ce que vous pouvez arriver à vous imposer en prenant le parti de tourner le dos à Google dès le départ? Alors c'est une très bonne question et l'enjeu, on va dire qu'il est double. Il y a déjà un enjeu de contrôle. L'intérêt de notre projet et de la manière dont on l'articule, on se base sur de l'open source, du logiciel libre. Donc ça nous permet justement de pouvoir rajouter des briques, rajouter des services sans devoir les redévelopper. On peut aller chercher ce qui se fait très bien en client mail, on peut aller chercher d'autres services. Mais par exemple, je peux pas utiliser Gmail, je vais utiliser quoi? Quelle appli, quel serveur? Vous pouvez utiliser notre client mail directement, vous pouvez utiliser K9. On propose directement nos services en ligne, donc on propose que vous créez votre adresse email. On vous propose 1 giga de stockage gratuit et des plans sur abonnement payant si vous avez besoin de plus de stockage. Après, vous pouvez installer d'autres services de messagerie comme Tutanota, comme ProtonMail. Enfin, il y en a à foison qui vous permettent aussi de pouvoir rester connecté sans aucun problème. Et après, vous parlez de Huawei, ce qui est important pour nous, ce qui montre... Parce que cette guerre technologique entre les États-Unis et la Chine montre notamment Google et Huawei, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien, un fabricant de téléphone, demain, ou un pays peut se retrouver sans téléphone, parce que une des plus grosses sociétés de l'écosystème va décider demain, ou le régulateur américain va décider demain que vous n'y avez plus accès. Et donc, nous, on pense que ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour les utilisateurs, mais c'est non plus pas acceptable potentiellement pour un pays. Ça pose des questions en termes de souveraineté technologique, de souveraineté numérique. Et c'est pour ça qu'on a cette approche qui est totalement basée sur l'open source et le logiciel libre, qui nous permet d'évoluer dans beaucoup de directions différentes. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers ça, on a une approche qui est totalement auditable, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir dans notre environnement, regarder comment est-ce qu'on développe le système, comment est-ce qu'on développe nos applications. Tout est totalement transparent et auditable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit avec Apple, que ce soit avec iOS chez Apple, avec Google de Google, ou même avec Android de Google, pardon, ou même avec HarmonyOS qui est en train de développer Huawei, où là aussi, il va falloir leur faire confiance. Nous, notre approche, c'est vraiment de dire on souhaite être transparent jusqu'au bout et on est totalement auditable, ce qui, pour nous, est un gage de garantie qui est obligatoire pour justement pouvoir conserver la confiance des utilisateurs et pouvoir garantir qu'on... Il y a la protection des données, il y a aussi la question de la sécurité qui devient un vrai problème aujourd'hui. C'est sécurité, c'est-à-dire protection contre les cyberattaques. Et on sait que les géants américains investissent quand même beaucoup dans ce domaine. De votre côté, qu'est-ce que vous promettez à ce niveau-là? Vous avez combien de personnes qui travaillent là-dessus? Quel niveau de sécurité vous pouvez garantir à l'utilisateur? Alors, le thème de la sécurité, c'est très important et comme vous le dites, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, pour être totalement clair, notre OS, on ne va pas le positionner comme un OS qui est plus en termes de sécurité. On ne va pas vous garantir que vous ne serez jamais hacké. Et si vous êtes une personne qui cherche à être totalement hors des radars, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus protégées que ce qu'on peut proposer. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on est sur des solutions open source, l'avantage c'est qu'on bénéficie en fait de toute l'expertise sécuritaire de toute la communauté et ça nous permet toujours de garantir un niveau élevé. Alors ce i, si je veux l'utiliser, comment je fais? Est-ce que je peux l'installer sur n'importe quel smartphone Android ou bien je dois acheter un appareil en particulier? Alors aujourd'hui, on est compatible avec 155 téléphones du marché, avec des produits des téléphones qui sont anciens et qui fonctionnent très très bien, mais avec des produits plus récents.
comme le Fairphone 3 Plus ou des modèles similaires. Vous avez le choix donc de le télécharger directement depuis notre site, et pour un certain modèle, et on essaie de faire grandir cette base, vous avez un programme qui vous permet d'installer le système sur votre téléphone avec quelques clics. Vous téléchargez depuis votre ordi Windows ou Linux, et en quelques minutes, vous allez avoir l'OS sur votre téléphone. Et on propose aussi des téléphones à la vente avec le système directement installé pour que les personnes qui ne souhaitent pas perdre du temps et avoir une solution clé en main. Voilà, par exemple, le Fairphone 3 Plus, directement avec notre OS dessus. On a un partenariat avec Fairphone, avec qui on travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant, où on a développé l'OS direct principalement pour leurs produits. On a aussi un partenariat avec Gigaset, qui est la partie smartphone de Siemens. Et on travaille aussi avec des téléphones reconditionnés, là aussi dans cette approche de réduire les déchets électroniques et de pouvoir donner une seconde vie à des modèles qui fonctionnent très très bien. Très bien, écoutez, super, voilà, belle initiative française, le système d'exploitation i, et effectivement, on comprend bien que l'association avec Fairphone est tout à fait logique. On est dans une dynamique comme ça, très reprise du pouvoir et protection de la souveraineté, et en plus avec une dimension environnementale avec le smartphone Fairphone. Merci beaucoup Alexis Nottinger. Merci à vous. Foundation, donc si ça vous tente d'aller essayer ce i. On va continuer à s'intéresser aux technologies qui sont bonnes pour la planète, qui sont bonnes pour nous et pour l'environnement, avec notre deuxième invité de la semaine, et c'est notre rendez-vous TechCare. Avec Alexis Normand, bonjour. Bonjour. De la société Greenly. Absolument. Start-up française, on peut encore dire une start-up pour Greenly ? Bien sûr, on a 1 an et demi d'existence, on est 15 personnes. Donc vous êtes encore tout jeune. Alors Greenly, présentez-nous un petit peu à quoi ça sert, parce que je crois vous avez plusieurs cordes à votre arc. Voilà. La vision de Greenly, elle est simple, on pense que tout le monde doit être en capacité de suivre facilement son empreinte carbone pour pouvoir agir pour la planète. Et donc ça suppose une automatisation de la mesure. On le propose dans une application mobile pour les particuliers qui est gratuite, que vous pouvez télécharger. Et puis on le propose pour les entreprises en s'interfaçant à leur comptabilité. Parce qu'on s'est aperçu que seulement les très grandes entreprises faisaient un bilan carbone et que la transition énergétique, ça concernait tout le monde. Et donc, il fallait des outils pour que les TPE, les PME, elles aussi, puissent se mesurer pour progresser. Donc, voilà ce qu'on propose. Oui, avant de savoir ce qu'on peut améliorer, il faut savoir où est-ce qu'on a des problèmes, en fait. Absolument. Et aujourd'hui, on ne mesure pas vraiment son empreinte carbone parce que c'est compliqué, parce que ça demande une expertise, parce qu'on ne sait pas où aller chercher la donnée. Et la technologie que nous, on développe, c'est une analyse en fait de vos dépenses, de vos paiements, de votre comptabilité. Et on enrichit cette information. Donc vous partez des chiffres pour savoir dans quelle proportion on pollue. C'est ça ? Absolument. Je suis convaincu que la comptabilité financière va fusionner avec la comptabilité carbone et qu'il va falloir intégrer cet élément finalement dans le prix, dans la dépense. Et on propose des technologies qui permettent de le faire. Le plus simple, c'est pour les auditeurs, c'est de télécharger notre appli, de synchroniser leur compte bancaire et de mesurer leur empreinte. Attendez, si j'installe Greenly, l'application sur mon mobile, et il se passe quoi ? Je donne déjà mes identifiants bancaires ? Vous êtes invité. Faire confiance alors. Alors, il faut faire confiance à sa banque, c'est-à-dire qu'il faut se connecter à sa banque et autoriser votre banque, en lui donnant vos identifiants à elle, on ne les a jamais, à partager cette information. Parce que vos informations bancaires, en fait, vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à votre banque, et donc cette liberté, vous pouvez vous en servir pour analyser l'impact carbone de vos dépenses. Mais alors après, comment ça se passe ? C'est ça qu'on a un peu de mal à bien comprendre. C'est comment, en examinant mes comptes, vous allez connaître mon empreinte carbone ? Par exemple, rapport à mes dépenses, quand vous payez votre facture d'électricité, le prix est lié au nombre de kilowattheures que vous avez dépensé, consommé. Et ces kilowattheures, il correspond à oui, ça c'est facile. Du CO2 qui a été émis par une centrale électrique. Quand vous achetez, quand vous faites le plein d'essence, c'est la même idée. Le prix est corrélé au nombre de lignes. Quand si vous je vais au restaurant, vous allez au restaurant, vous avez en moyenne une empreinte carbone. Mais si vous paramétrez votre profil, vous pouvez dire moi je suis vegan, moi j'adore manger de la viande. Et donc votre moyenne à vous,
n'est pas celle de votre voisin Oui. et la moyenne du restaurant non plus. Donc on conjugue la moyenne du marchand avec la moyenne du voisin. L'empreinte carbone de l'alimentation, c'est 20% des émissions d'un Français. Les 2 tiers, quasiment, c'est la viande et les produits laitiers. Oui, Donc, j'étais sûr que vous alliez culpabiliser les mangeurs de viande encore. vous pouvez tout à fait manger de la viande. Il y a même de la viande moins carbonée. L'intérêt, c'est de mesurer l'empreinte globale et ensuite d'agir en fonction de ces valeurs. De toute façon, il ne faut pas manger trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Et pour les entreprises, c'est la même idée. On analyse les dépenses, si vous achetez des produits métalliques, si vous achetez des produits alimentaires, si vous achetez... le prix est en général corrélé à la quantité. Si vous voyez que je vais à l'Apple Store toutes les semaines, vous vous dites celui-là, c'est pas bon, quoi. Après, le modèle apprend, c'est-à-dire que vous pouvez toujours enrichir la donnée. Et typiquement, on a fait beaucoup de bilans carbone de scale-up du digital. On s'aperçoit que la moitié de leur empreinte carbone, c'est le numérique. Et sur ce numérique, la moitié, c'est les data centers, c'est le cloud. L'autre moitié, il y a un tiers, c'est de la pub, des licences informatiques. Bon, le prix de votre consommation de data center est lié à votre usage. Donc ça, vous avez l'info financière. Mais vous pouvez aussi interfacer maintenant la facturation, le détail de la facturation de votre data center. Et nous, on n'analyse pas que les comptes, on analyse le détail des factures. Alors voilà, ça c'est une nouveauté que vous proposez, que vous avez... C'est ça. Donc aujourd'hui, on lance un service qui spécialise l'analyse des données, en particulier sur le numérique, parce que c'est un poste d'émission que presque toutes les entreprises ont aujourd'hui, et qui est en fait très important. Les émissions du numérique, c'est plus 6% par an. D'augmentation. Donc aujourd'hui, c'est environ 5%. En 2030, ça sera à peu près 10% des émissions mondiales, donc ça a déjà dépassé l'aviation. Et le numérique... Tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres. Hein. Alors, les ordres de grandeur, les gens sont à peu près d'accord, c'est autour de 5% aujourd'hui, et ça augmente et ça a une croissance exponentielle. Alors aussi parce que ça vient remplacer des choses plus carbonées. On fait plus de zoom, on prend moins l'avion. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour que les data centers produisent de moins en moins de CO2. Tout à fait. Alors, toutes les grandes entreprises de tech, Google, Apple, ont promis d'être zéro carbone en 2030, etc. C'est ça qu'on mesure justement. Donc sur le numérique, 60% c'est la construction de terminaux, l'empreinte carbone, et 15% c'est les data centers. En soi, les data centers, c'est déjà un truc assez efficace parce que vous mutualisez des capacités de stockage et de calcul. Donc le data center n'est pas mauvais en soi, mais il a une croissance exponentielle. Amazon, c'est plus 20% par an. Donc aujourd'hui, l'empreinte carbone d'Amazon Web Services, c'est à peu près la même que celle de la Belgique. Azure, c'est à peu près la Suisse, et Google, c'est à peu près l'Irlande. Donc c'est déjà des pays en termes d'empreinte carbone. Ça donne une idée de l'ampleur de la chose. Mais en fait, surtout, c'est quelque chose qui peut être considérablement amélioré. Parce que fondamentalement, un data center, c'est comme une voiture électrique, c'est comme votre frigidaire. L'empreinte carbone, c'est la construction et c'est l'usage. Bien sûr. Et l'usage, à la fin, c'est l'électricité. Et donc, effectivement, c'est ce que vous disiez, si je mets mon data center dans un pays où l'énergie tourne au charbon, vous avez 600 grammes de CO2 par kilowattheure. Si vous le mettez dans un pays où il y a de l'hydraulique, du solaire ou du nucléaire, ça peut être plutôt autour de 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc vous avez un facteur 10. Donc l'endroit où vous stockez vos données a un impact majeur, par exemple. On ne peut pas toujours choisir en tant qu'utilisateur. Alors, les entreprises, si, de plus en plus. Hein. En tant qu'utilisateur, non. Mais en tant qu'entreprise, quand vous paramétrez vos instances cloud, vous pouvez tout à fait décider où vous stockez vos données. Et donc, c'est typiquement un service qu'on propose. C'est réduire l'empreinte carbone de son numérique. Ça veut dire dépenser moins d'électricité, en étant plus malin sur l'usage de quel data center est le plus efficace, etc. Et ça veut dire dépenser une électricité moins carbonée. Donc vous pouvez tout à fait décider où seront stockées vos données. Pas pour des raisons de souveraineté, mais pour des raisons carbone. Et vous allez déjà réduire votre empreinte carbone de 20% sur votre poste le plus important si vous êtes une entreprise du numérique. Nous, chez Greenly, nos émissions numériques, c'est 50% de nos émissions. Donc à partir du moment où on met nos données dans un pays décarboné, entre guillemets, on atteint déjà notre objectif de réduction annuelle et on est aligné aux accords de Paris. Très bien. Alors, vous avez parlé de l'application côté grand public, on va dire utilisateurs comme vous et moi. Pour les entreprises, ça se passe comment ? C'est une solution technique ? C'est du conseil ? C'est quoi ? C'est une plateforme. On vous accompagne pour produire un bilan de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle un bilan GES,
pour sensibiliser vos collaborateurs et pour définir et appliquer des plans d'action. Donc c'est toute cette démarche qu'on appelle le bilan carbone. C'est le bilan de vos émissions, la sensibilisation de vos collaborateurs et les plans d'action. Et la première partie, on est extrêmement rapide parce qu'on intègre les données comptables. Donc typiquement, on demande à une entreprise qui signe avec nous de nous partager sur la plateforme le fichier des écritures comptables. Essentiellement les charges et les notes de frais et les immobilisations. Et vous passez tout ça à la moulinette de vos algos? Jusqu'ici, ça se faisait à la main par des consultants qui faisaient un travail excellent, mais qui coûtait très cher. Qui coûtait cher et donc qui aujourd'hui se ciblent surtout les grandes entreprises qui ont les moyens de faire ça. Nous, je pense qu'on réduit d'un facteur 10 à 50 le prix, mais on s'adresse plutôt aux TPE, aux PME qui ont souvent ce besoin parce qu'elles sont de plus en plus, elles, en fait, questionnées par leurs propres clients sur leur empreinte carbone. Parfois, c'est un prérequis et elles n'ont pas vraiment de solution. Donc, il y a un marché du bilan carbone de l'entreprise qui est en train, je pense, d'exploser et auquel il manquait des solutions techniques. C'est ce qu'on développe. Donc on automatise la mesure par la compta, mais on fait de nouvelles intégrations, c'est ce que je mentionnais, intégration à vos web services par exemple, vos data centers, ça peut être à vos systèmes de notes de frais, ça peut être à vos systèmes logistiques. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va engager les salariés. Donc on va se servir de notre application mobile. Avec son donc vol. Du coup les salariés eux-mêmes ont intérêt, doivent télécharger l'application, c'est ça? Personne n'est obligé de rien. Mais pour les entreprises qui veulent jouer le jeu, elles vont inviter leurs salariés à télécharger l'appli, en fait. Pour se suivre eux-mêmes, ou simplement, si vous ne voulez pas suivre finement vos données, vous pouvez répondre à des quiz, vous pouvez être formé, en fait, sur le sujet. Et puis après, il faut définir des plans d'action dont on quantifie l'impact des émissions. Typiquement, si vous basculez votre stratégie web service, enfin votre cloud, vous pouvez réduire de 5-10% vos émissions sans que votre CTO ait à se lever de sa chaise, fondamentalement. Alors, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, qui demandent beaucoup plus d'efforts. Et ça, donc nous, on va mesurer aussi la trajectoire de réduction. Et en fait, à partir de données certifiées, puisqu'on travaille sur des données qu'un expert comptable a certifiées. Dernière question, vous avez combien de clients aujourd'hui? C'est quel type de clientèle? Alors, on est entre 50 et 100 bilans carbone d'entreprises. Et puis, on a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs de notre appli. Mais la techno de mesure pour les particuliers, elle est aussi dans certaines banques. On a une API. Et donc, la BNP et 4 autres banques... Elle le propose en marque blanche? On est mentionné, mais c'est un branding de la banque. Donc là, il y a déjà 2,5 millions de personnes en France qui ont un calculateur d'empreinte carbone à partir d'une techno, d'un référentiel qu'on a développé. Très bien, écoutez, formidable. Alexis Normand, cofondateur de Greenly. Merci beaucoup. Greenly, merci beaucoup. Ça s'écrit Green, L-Y, si vous voulez télécharger l'application. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Nous allons nous intéresser à un autre sujet dont vous avez probablement entendu parler cette semaine parce que ça a fait pas mal de bruit. C'est la fameuse application Tous Anti-Covid. Oui, elle revient. Et elle revient parce que, on va en avoir de plus en plus besoin pour notre vie de tous les jours, en tout cas pour voyager, et puis pour se rendre dans certains rassemblements, et puis pour d'autres choses encore. Mais ça devient un peu compliqué quand même. Donc on va essayer d'y voir clair avec notre spécialiste data et cybersécurité, Gilbert Kallenborn. Gilbert qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour Jérôme. Gilbert, nous sommes ravis de te retrouver. Est-ce que tu as téléchargé l'application Tous Anti-Covid? Ah oui, mais dès le début, dès que c'était disponible, j'ai téléchargé l'application, évidemment. Alors, elle évolue, cette application. Elle ne cesse d'ailleurs d'évoluer, parce qu'au début, c'était donc la promesse, c'était de détecter les interactions entre les gens avec le Bluetooth pour faire de ce qu'on appelle du contact tracing, ce qui n'a pas vraiment marché. Qui n'a pas vraiment marché. Le résultat est modeste. Mais en revanche, il y a plein d'autres choses dans l'appli. De quoi on parle en premier? Alors on peut parler en premier du cahier de rappel numérique. Donc à partir du 9 juin, quand vous irez dans un bar, un restaurant ou une salle de sport, vous allez voir des QR codes comme celui-ci par exemple. Donc entrée scannée trinquée ou
entrer, scanner et déguster. Donc ça, c'est ce qui va être affiché à la devanture de certains établissements, enfin de tous les établissements en fait. Et exactement, donc c'est les gérants qui vont pouvoir les afficher et ça remplacera en fait le cahier de rappel papier qu'on connaît, qui a été utilisé dans le dernier déconfinement où il fallait marquer son nom et son numéro de téléphone. Ouais. Bon, c'était un peu n'importe quoi ça, parce que... Oui, tout le monde a remarqué que ça marchait une fois sur deux, des gens mettaient n'importe quoi. Les gens mettaient n'importe quoi, et puis en plus, alors les gens qui ne mettaient pas n'importe quoi, comme moi, je l'avoue, parce que je suis un bon élève. Sérieux, oui. Sérieux, mais la feuille restait comme ça, accessible à tout le monde, donc en termes de confidentialité des données, c'est pas terrible. Bien sûr, en plus, il y a aussi des établissements qui ont franchement utilisé ça comme une source de données. Faut pas se cacher. Voilà. Et donc, donc là, ce système-là est beaucoup plus respectueux des données personnelles. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur en fait, de ça, c'est parce que c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi ? Parce que le gérant, donc comment ça marche ? Donc, le gérant en fait, va se rendre sur le site internet QR-code tousanticovid.gouv.fr. Il va renseigner deux informations, le type d'établissement et la capacité d'accueil, donc un restaurant de 300 personnes, un bar de 30 personnes, voilà. Et il va générer, donc le site va générer un QR-code, donc qui n'est rien d'autre en fait qu'un identifiant aléatoire et unique, qu'il va pouvoir accrocher en fait dans son lieu d'accueil. Ouais, ça sort la petite affichette que tu nous as montrée là. Exactement, donc ce type de QR code. Donc après, le client arrive, scanne ce QR code avec son appareil photo, l'application Tous Anti-Covid va s'ouvrir automatiquement et demander si on souhaite enregistrer ce lieu, donc on est quand même averti. Et si on dit oui, à ce moment-là, on stockera sur le téléphone donc l'identifiant unique de ce lieu, la date et l'heure de visite. Rien de plus. Pas le lieu, on le rappelle, il n'y a pas de géolocalisation. Il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas le nom du lieu, il n'y a pas votre nom d'ailleurs non plus. Enfin, c'est juste ces trois informations-là. Et plus tard, si maintenant quelqu'un d'autre qui a visité cet endroit en même temps se déclare malade auprès donc, des instances gouvernementales, à ce moment-là, on aura une alerte. C'est-à-dire que le serveur central va... diffuser cette information et dans le smartphone, un rapprochement sera fait et si ça match, donc si vous étiez au même endroit au même moment, à ce moment-là, vous allez avoir une alerte, donc elle sera orange si c'est une ou deux personnes qui ont été déclarées malades, rouge si c'est 3 ou plus. Ouais, donc ça permet après de savoir si on est qu'à il y a un risque et donc il faut se tester et s'isoler. Voilà, ça nous dit si on est qu'à contact en fait, si on a été potentiellement mis en contact avec des personnes et on malades. peut agir. Donc voilà, le but quand même de la manœuvre, c'est de se protéger, d'éteindre le feu, de ne pas avoir de nouveau une flambée en fait de la maladie. Voilà, de se surveiller, de faire un test, briser les chaînes de transmission. Exactement. C'est ça le but. Et donc là, on remarque bien qu'il n'y a pas de données personnelles en fait qui circulent, parce que la seule donnée personnelle qui circule, c'est la personne qui se déclare malade. Donc qui prévient effectivement l'instance gouvernementale, le serveur central. Mais après, le rapprochement, comme il est fait au niveau du smartphone, donc c'est décentralisé, pardon. Donc voilà, il n'y a pas d'information. Donc le serveur central ne pourra pas collecter en fait les lieux que vous visitez en fait, même sous forme d'identifiant unique. C'est pas possible. En plus, l'appli Tous Anti-Covid, elle ne sait pas qui vous êtes. Elle connaît le téléphone, mais elle ne récupère pas l'identité de la personne, du propriétaire du téléphone. Effectivement, il y a juste un identifiant qui est généré de manière aléatoire. Voilà, donc ça, le but du jeu, c'est qu'on puisse retourner dans les restaurants et les autres lieux comme ça, sans prendre trop de risques et en pouvant éventuellement briser, comme tu le disais, la chaîne de contamination. Donc ça, c'est le carnet de rappel. Ça, c'est le carnet de rappel. Et après, alors, le festival du QR code ne s'arrête pas là. Donc le 9 juin, démarrera aussi l'utilisation du pass sanitaire. Donc le pass sanitaire, on en a déjà parlé. Donc c'est dans l'application, elle permet de stocker en fait les résultats des tests. Donc depuis quelques semaines maintenant, quand vous faites un test PCR ou quand vous faites vacciner, vous recevez aussi un QR code. Ce QR code, est une preuve en fait de ce test ou du certificat de vaccin que vous pouvez stocker en fait dans votre application dans la rubrique Mon carnet. Et donc ce carnet, c'est votre passe sanitaire. Donc c'est à partir de 9 juin, il faudra montrer patte blanche si vous voulez rentrer dans des lieux ou des événements qui accueillent plus de 1000 personnes.
Donc de quel lieu parle-t-on? Ce sont les théâtres, les salles de spectacle, les festivals, mais attention, pas les lieux de culte, pas les grands magasins, pas les services publics. Donc c'est vraiment que oui, quand il y a plusieurs milliers de personnes en fait. Voilà. Et donc les responsables de ces lieux, de ces événements vont disposer en fait d'une application spéciale qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif, qui permettra de vérifier que vous êtes bien clean. Donc test PCR de moins de 48 heures, négatif bien sûr, un vaccin anti-Covid, vous êtes vacciné, vous avez eu les 2 vaccins, ou alors vous êtes immunisé, vous avez fait un test sérologique qui montre que vous avez les anticorps. Voilà, donc vous scannez, la personne va scanner votre document que vous avez stocké dans votre application et voir, voilà, qu'est-ce qu'il verra. Alors là, il verra quand même votre nom, votre prénom et la date de naissance, ainsi qu'un code couleur qui validera l'accès ou non. Donc pour éviter voilà, c'est pour éviter qu'on utilise les QR codes des autres ou qu'il y ait de faux certificats en plus. Oui, voilà, ça c'est un grand problème, les faux certificats, les faux tests. On le sait, quand il n'y a pas eu maintenant il y a les QR codes, donc c'est plus difficile de falsifier un test, c'est même très très difficile. Mais sans QR code, en fait, voilà, falsifier un test, c'est juste manipuler en fait un document PDF, une image. Donc c'est très très facile. Il y a beaucoup de fraude en fait on sait qu'il y a un trafic pas possible sur les réseaux sociaux. Voilà, pour quelques dizaines d'euros, on peut acheter des faux certificats. Mais ça, ce sera plus possible. Ouais. Non, avec le QR code, non, ce ne sera plus possible. Alors, cette application, donc celle-là, elle est librement disponible, Tous Anti-Covid Vérif. Il y en a une deuxième version, en fait, qui, elle, par contre, est réservée à certains services. Donc, c'est les compagnies aériennes, des douanes. C'est une version spécifique qui donne plus d'informations, en fait, qui donne la date de vaccination, le type de vaccin. Parce que, voilà, pour un passage de frontière, pour entrer dans un avion, ce sont des informations qui sont demandées par la loi. Oui, bien sûr. Bon, alors, d'un côté, c'est bien, Gilbert, tout ça, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on croule sous les QR codes, là. Je pense qu'on a perdu des gens en route, Il y a de quoi alors là, si vous n'avez jamais pinceaux, utilisé le QR code, là, vous allez en utiliser. Ça, c'est clair. C'est plus la Startup Nation, c'est la Scan Nation. C'est la Scan Nation, ouais. On va scanner tous les jours à tour de bras, donc dans les terroirs, partout. Bah oui. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est facile. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone. Il y a quoi ? Il y a 13 millions de gens, je crois, qui sont un peu déconnectés du numérique. Alors, si vous n'avez pas de smartphone, si vous allez dans un bar, vous pouvez toujours utiliser les cahiers de rappel papier. Voilà. Il faudra d'ailleurs l'utiliser, normalement, voilà, c'est comme ça, c'est le protocole sanitaire. Et si vous n'avez pas de smartphone, vous voulez rentrer dans un événement, vous pouvez utiliser la feuille de papier qu'on vous a donnée quand vous avez passé votre test PCR ou quand vous vous êtes fait vacciner. Donc c'est possible aussi. C'est possible aussi. Bon, c'est plus pratique et je pense que les gens qui nous regardent, qui sont évidemment plutôt branchés smartphone que papier, vont se précipiter sur l'application, ce qui paraît logique. Merci beaucoup Gilbert Kallenborn pour ce décryptage méthodique des nouvelles fonctions de l'application Tous Anti-Covid. Bon, 01 Hebdo n'est pas terminé, car 01 Hebdo sans lui ne serait rien, ou en tout cas pas grand-chose. C'est maintenant l'heure de la story de Jordan. Il est là en plateau, plus beau, plus bronzé que jamais. Merci, tu m'as fait une belle introduction. Franchement, j'étais très content. C'est joli, hein ? Bah oui, mais François est parti, il en a eu marre. Il s'est dit non, j'arrête. Il en a eu marre. Bon, mais non, il reviendra la semaine prochaine. Ah, bon, tout va bien alors, il est parti il fait le concours de bronzage avec toi. Non, c'est cool, on va pouvoir comparer. Il est parti essayer de rattraper son retard. Okay. Puis alors moi, je suis vraiment loin. Je sais. Très loin derrière. Bon, tout va bien ? Pas, moi. Ouais, tout va bien. Alors, de quoi on parle cette semaine ? Aujourd'hui, on va faire 3 petits objets, Kickstarter. Il y a eu un peu de temps qui est passé depuis la dernière fois. Donc j'ai trouvé 3 petites choses très sympas que je vais te montrer, qui vont comme d'habitude te plaire et que tu vas sûrement acheter après. Tu sais, je suis difficile. À chaque fois, tu adores les objets Kickstarter. Tu me demandes les adresses et tout. Tu sais que je suis bon public. Ah, j'adore. Donc le premier s'appelle Capsule. Qu'est-ce que c'est Capsule ? Eh bien, c'est une très bonne question. Non, c'est un lave-vaisselle, un petit lave-vaisselle comme existe celui français qui s'appelle Bob. Voilà. Bob français, ouais. Exactement. Ce lave-vaisselle, il est très sympa. Pourquoi ? Il a une petite particularité. Ça, lave-vaisselle, on dirait une tour de PC. Ouais, déjà, je le trouve plus joli
joli que Bob. J'aime beaucoup Bob, mais il n'est pas Le très même beau. style. Voilà. Ouais. En plus, donc tu vas pouvoir nettoyer tes poêles, tes couvercles. En gros, tu peux nettoyer à chaque fois l'équivalent d'un repas de 2 personnes. Donc bon, c'est pas fait pour les familles nombreuses. Non, hein. Si c'est vous pour les avez 5 étudiants enfants, ou c'est mort. enfin, les étudiants. Ouais, ou le fait d'être, ou si t'es en couple avec ta nana ou Ouais. ton gars, et ben voilà, tu peux faire ça. En fait, ils sont partis d'un constat, c'est qu'il y a plus de la moitié des ménages où il y a 1 ou 2 personnes. Donc un gros lave-vaisselle, c'est pas forcément très utile. Ou alors tu laisses la vaisselle s'empiler pendant des jours et des jours. Ouais, ça c'est ma technique, mais ça marche pas beaucoup. Hein. Rarement, elle se fait très rarement toute seule. J'ai vérifié, hein, ça marche pas. Avec ça, tu vas pouvoir donc nettoyer tes couverts, etc. En 15 minutes. Donc tu peux mettre, il te donne, tu as une certaine quantité. Mais ce qu'on voit là, et qui est intéressant, c'est que tu peux laver aussi tes fruits et tes légumes. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu veux passer tes fruits, tes pommes, tes poires, tes raisins là-dedans, tu peux. Dernier truc qui est très cool, c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est que tu peux stériliser tes objets. Stériliser. Ouais, en fait, tu as des LED UV, enfin, tu as des rayons UV qui vont te permettre de stériliser, que ce soit, là, ils ont pris l'exemple du masque, tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre ton ordi. UVA, je crois. Oui, c'est ça. Tu peux mettre ton ordi si tu veux, ça me ferait rire de mettre un Mac dans un lave-vaisselle, mais je trouve ça rigolo. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que déjà, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que ça consomme beaucoup moins d'eau que si tu fais ta vaisselle à la main, évidemment. C'est 3 litres, tu as besoin de 3 litres pour faire ta vaisselle. Et visiblement, ils te disent que c'est 4 fois, il y a 4 fois moins d'énergie qui est utilisée et 7 fois moins d'eau que si tu faisais la même quantité de vaisselle à la main. Ah ouais. Il faut voir après si tu mets un plat gratin bien craquant. Alors, ouais, c'est-à-dire que si tu mets du fromage avec du gruyère, je sais pas si ça tient. tient. Tu es un connaisseur, ouais. C'est ça, le fromage fondu dans les coins. Exactement, on connaît. Mais pour la poêle, visiblement, ça marche. Maintenant, si tu fais une poêle avec, enfin, on va pas parler, c'est pas une chronique cuisine, tu vois, mais si tu fais une bonne viande et que ça reste un petit peu au fond de la poêle, bon, à voir. Mais je trouve ça plutôt sympa. Ça pèse quand même, c'est un peu lourd, hein. Ça pèse 10 kilos. Bon, une fois que c'est posé, tu le touches plus. Ça a récolté Tu l'emportes pas en voyage. En fait. Ceci dit, ils mettent en avant le fait que tu puisses l'emmener dans un camping-car ou dans des. Après, oui, tu prends pas l'avion avec ça, hein, ou tu le mets en bagage dans Zout Air France, ça peut être rigolo. Combien ça coûte? Alors, ça coûte 320 €. Ça arrive en février 2022, donc c'est dans un petit moment, mais je trouve le produit sympa. C'est un produit que typiquement je pourrais acheter. Bon, il est cher à 320 €, mais c'est un produit, ça me dérangera pas de l'avoir à la maison. Le Bob, tu te souviens du prix du Bob? Le Bob, alors en plus, je crois que c'est à peu près cher, hein. dans ces eaux-là, parce que je voulais l'acheter le Bob, mais c'est vrai qu'il est très cher et il était jamais disponible. Ah oui. Faut savoir ça aussi que c'était une galère à l'avoir. Après j'ai des amis qui l'ont, ils en sont très contents, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc alors, voilà, très premier bien. objet. Parfait. Deuxième, ça me plaît. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Deuxième objet, ça s'appelle ANSES, on va dire ANSES, si vous êtes américain. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une agence française. ANSES? Bah oui, c'est l'agence de sécurité sanitaire. Eh ben, enfin, écoute, je pense que ça n'a rien à voir. Non, ça, alors, mais pas du tout, vraiment zéro rapport. D'accord. C'est une petite lumière. Pour ceux qui sont dans le milieu de l'audiovisuel, ça ressemble à un light panel, c'est ce qu'on utilise notamment pour les tournages, etc., qui sont sur trépied. Sauf que là, tu vas avoir en fait ce panneau LED que tu vas pouvoir utiliser chez toi, dans le sens où il va être flexible, léger. Tu vois là, on le voit, ils vendent aussi une petite lanterne avec où tu peux l'allumer. C'est une bande en fait. Il est magnifique. En fait, c'est un panneau LED et tu peux lui donner un peu la forme que tu veux. Au début, il est rectangulaire, mais tu peux le plier, tu peux l'enrouler, un peu comme les écrans Royal, vous voyez au CES. Sauf que là, tu as de la LED. Le truc qui est cool, c'est que c'est en effet très fin. Donc c'est plutôt pratique. Là, tu vois que la dame, elle veut prendre en photo son meilleur plat de pâtes et elle prend sa petite LED. T'as ça, t'as aussi la possibilité le truc cool, c'est qu'il est waterproof. Comme je t'ai dit, il est magnétique, donc si tu veux le foutre sur ta hotte de cuisine, paf, tu le colles dessus. Ça peut être sympa. C'est pour les influenceurs cuisine. Bah non, regarde là, tu vois, le gars il veut changer son moteur, enfin il a un souci de voiture, il a juste à allumer et paf, il a son. En vrai, c'est comme une grosse lampe torche, mais un peu plus pratique dans le sens où elle est, c'est flexible, donc tu peux le ranger un peu où tu veux. Une lampe torche, je connais pas grand monde qui a encore des lampes torches aujourd'hui. Non. Truc cool, tu peux le brancher à ta voiture, etc. Donc c'est quand même bien pensé. Il y a une petite prise, etc. C'est plutôt bien foutu là-dessus. Le prix, c'est cher, mais si vraiment vous en avez besoin, c'est pas mal. C'est 114 €, ça sort en août 2021. Et voilà, ça s'appelle ANSES. Voilà. Ils ont récolté 20 000 € quand même. Panneau de LED flexible. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Je trouve ça plutôt sympa. Ouais, bonne idée. Bon, très bien. Dernier produit. Allons-y. C'est un produit qui sent l'été, qui est sûrement que François aurait pu emporter avec lui en ce moment s'il est en vacances, qu'on salue. Ça s'appelle Gosen Chill Set. Alors c'est un produit dont on avait déjà parlé, enfin on a déjà parlé de cette entreprise parce qu'ils avaient fait un produit à peu près similaire. Ça fait cuire les steaks ou pas? Non, ça fait pas cuire. Non, c'est une glacière ça. Ah d'accord. En fait c'est une glacière, mais une glacière un peu, c'est un peu la glacière Expandables, tu vois, c'est la glacière Terminator. C'est vraiment le top de la glacière. Déjà parce que tu n'as pas besoin de glace, donc ça c'est plutôt pratique. Tu peux avoir la possibilité de mettre un panneau solaire dessus pour recharger la glacière. Ça c'est sympa, si jamais tu ne veux pas. Tu as quand même la possibilité de la brancher, etc. Ça garde au frais tes produits pendant 10 heures. Tu as 2 compartiments.
dont tu peux choisir la température. Ouais, j'ai vu, il y a tu peux une partie splitter. réfrigérateur, une partie En fait, tu vraiment, fais ce que tu veux. Tu peux mettre une partie congèle et freezer, et tu D'accord. peux mettre 2 parties freezer, 2 parties froid. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire que Pour si les tu veux emmener pros tes du glaces, camping, hein. si tu veux emmener tes glaces avec tes merguez, bah tu peux. Tu vois. Non, mais c'est important. Il y a des vrais problèmes dans la vie. Hein. C'est vrai, Surtout en ce moment, on a plein de vrais problèmes. Je pense que c'est important. Il faut en parler. Il fallait en parler, ouais. c'est sûr. T'as quand même 45 litres. Ils disent que tu peux. Moi, j'adore ce chiffre. Ils disent que tu peux mettre 60 bières dedans. Voilà, ils le mettent là. Si jamais vous avez très très soif, vous pouvez remporter 60 bières avec vous. Ah ouais, si tu es une bande de potes et vous allez faire un gros pique-nique ou un... hein. Oui, voilà, oui, 60 bières, on en connaît certains chez qui ça descend vite, notamment chez 01net, 2-3 qui ont une bonne descente. Avec Non. modération toujours, c'est important. Et ça fait... Mais c'est impressionnant, cette Moi j'adore ce cette truc. bécane, hein. J'adore ce truc. T'as même une appli pour checker la température de ta glacière. Enfin, le truc est vraiment pas mal. T'as une enceinte connectée, t'as même un support pour un parasol. Enfin, ils ont quand même pensé à tout. Tu vois, il y a un petit trou là, on voit pour mettre le parasol. Je montre avec mes doigts comme si j'avais 8 ans, alors que les gens ne voient pas sur leur télé. J'ai un vrai problème. Mais Ouais, bref, regarde, il y avait un petit trou, ouais, là-bas. Vous voyez là-bas, il y avait un petit trou et donc tu peux mettre le parasol. T'as une enceinte connectée. Enfin, tout est bien pensé. Je trouve c'est assez rigolo. Ils ont quand même récolté pas mal d'argent. C'est un concept ou c'est déjà... Ah non, ou ça a été sorti financé. Ils D'accord. ont déjà sorti un modèle comme ça, on en avait parlé même ici, qui était beaucoup moins avancé que celui-là. Là, celui-là, il a récolté 374 000 €. Ils en voulaient 12 000, donc c'est largement financé et ça coûte quasiment 500 €. Ça arrive en 500 juillet là. Donc, Cool, ouais, juste avant l'été. ils ont bien choisi leur moment. Oui, à Noël, c'est plus chiant. Oui, ça a moins d'intérêt. Voilà. Quoique. Donc, Mais- donc voilà, ça a très bien Bon, bah, marché. super. Merci beaucoup, Bah, avec grand Jordan. plaisir. Belle trouvaille Belle encore sélection. cette semaine sur Kickstarter. Bon, tu repars pas tout de suite sous les tropiques, donc on te retrouve la semaine prochaine. Normalement, sauf si François Ah. est plus bronzé que moi, ça me gênerait et Là, donc ça je repars. t'énerverait, tu repartirais, et puis on n'en finit pas. Comme Exactement. Ça. Le cercle Ça fait vicieux. chier. Voilà, c'est la fin de ce 01 Hebdo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. François Sorel, dont on vient de parler, sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de 01 TV sur notre chaîne YouTube et également sur les box. Sur les box, j'en perds mon micro tellement je suis ému, tu vois. Orange, canal 141, SFR, canal 241, Free 231 et FranceSat, canal 81. Portez-vous bien, je vais le raccrocher quand même pour finir en beauté. Merci de nous avoir suivis, salut à tous.